Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Transformer une ancienne prison en musée, en prison pédagogique ouverte aux jeunes notamment, l'idée peut paraître saugrenue et pourtant ça a déjà été fait en Belgique, à Tongres précisément en 2005. L'expérience n'a duré que 3 ans, mais notre invité en garde un souvenir mémorable. Les résultats étaient en effet très positifs et il ne rêve que d'une chose, renouveler l'expérience. Alors Jean-Marc Mailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien détenu, vous avez passé près de 20 ans de votre vie en prison et depuis votre sortie, vous êtes devenu ce que vous appelez un éduc-acteur. Alors dites-nous déjà en quelques mots ce que ça signifie, ce terme éduc-acteur. En fait, quand je suis sorti de prison, j'ai voulu très rapidement témoigner. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé en tant que prof un peu particulier pour les écoles de la vie avec Jean-François Lanvin, en faisant du bénévolat. Il m'a dit, écoute, tu témoignes très bien, mais tu devrais devenir éducateur. Donc je suis devenu éducateur en fait, donc j'ai fait 3 années d'études. Et comme effectivement, après la fermeture de cette prison-musée, je me souviens toujours de la question qu'un journaliste m'a posée, est-ce que vous êtes en colère? J'ai dit oui, mais c'est une colère positive. Si moi je ne peux pas amener des jeunes effectivement dans une prison comme cette prison-musée, je vais les amener dans ma cellule, sans savoir que j'allais créer un homme debout. Et donc, un homme debout qui est le titre du spectacle, voilà. Qui tourne déjà depuis plusieurs années, que vous allez faire dans les écoles, vous racontez votre expérience. Exactement, donc ça a été créé par Jean-Michel Vannonnet du Théâtre de l'Ancre et voilà, donc j'ai continué pendant 10 ans. Mais ici, donc, vous venez de publier un livre avec Luc Vervaat, qui est enseignant. Et ce livre, il s'appelle « Le musée de Tongres est mort, vive la prison », avec un point d'interrogation. Alors, ce livre, il retrace en fait cette expérience qui a été menée à Tongres en 2005. Et donc, une expérience de musée-prison, de prison pédagogique, je pense que vous préférez ce terme-là. Alors, déjà, avant de parler de l'expérience en elle-même, cette prison de Tongres, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? C'est une des plus anciennes de Belgique. C'est la première qui a ouvert en Belgique en 1844, qui a été fait vraiment sur le modèle pennsylvanien. Donc d'ailleurs Duc Pétiot va s'en servir, donc voilà, c'est un peu Jeremy Bentham. Et donc jusqu'en 2005, elle est restée ouverte et puis elle a fermé ses portes parce que les conditions étaient inhumaines et dégradantes pour des détenus hommes. Et donc à l'époque, le musée gallo-romain, on est occupé à faire la réfection de leur bâtiment, donc ils ont décidé de s'installer dans cette prison-musée. Et ils ont eu cette idée de laisser en tout cas une aile à la disposition des visiteurs pour qu'ils voient l'envers du décor. Mais là où ils ont été beaucoup plus loin, et souvent dans une idée toute simple, il y a une magie extraordinaire, c'est qu'il y a une désigneur qui s'appelle Lynn Hermans, donc qui est néerlandophone, qui a passé 3 semaines dans cette prison et elle a créé une émotion dans chaque cellule. Et j'ai toujours imaginé, quand moi j'ai été là-bas, que ces émotions avaient été créées par un ancien détenu ou une ancienne détenue. Mais non, c'est pas le cas. Donc elle s'est vraiment imprégnée et ça a été ça toute la magie, toute la force de cette visite pédagogique auprès des jeunes, parce que bon, vous pouvez leur montrer une cellule, 2 cellules, si elles se ressemblent tous, ça n'a aucun sens en fait. Et là, il y avait une émotion dans chaque cellule. La cellule sur la justice, la cellule sur le rêve, la cellule de la bibliothèque, la cellule sur la spiritualité. Et donc moi je faisais une visite avec ces jeunes-là, dès l'entrée de la prison, comme si on sortait d'un fourgon. Avec la première humiliation, évidemment, on leur demande leur portable, donc toute leur vie déjà est explosée. S'effondre en un instant. Tout à fait, déjà. voilà. Et est-ce que vous avez l'impression que cette expérience, toutes les visites que vous avez menées avec ces jeunes, elles leur ont fait comprendre quelque chose? Il y a un message qui est passé sur les dégâts de la prison, est-ce que ça leur a fait peur? Est-ce que c'était ça l'objectif finalement, leur faire peur? Déjà, d'un, c'est pas pour faire peur, c'est leur faire peur sur tout ce qu'ils risquent effectivement d'abandonner s'ils transgressent et qu'ils passent de l'autre côté de la barrière en devenant délinquants. C'est pas une question de leur faire peur, c'est leur expliquer d'abord qu'ils vont créer des victimes, déjà de un. C'est énorme parce qu'on vit avec ça toute sa vie, qu'ils vont effectivement commettre des dégâts collatéraux dans leur famille à eux, et donc il faut qu'ils y pensent avant, dans 5 secondes, hein. C'est comme ça que j'explique ça dans mes interventions dans les écoles, de ne pas basculer, et surtout que les rêves sont en liberté, on ne prédit pas son avenir, on l'invente. En prison, les seuls rêves qu'on peut avoir effectivement, c'est dans une cellule, mais toutes les émotions aussi sont dans une cellule, la tristesse, la colère, l'amour, la joie. On ne les a pas dehors, on les a avec 2 personnes avec nous dans une cellule en plus. C'est ça qui est terrible. Donc il faut qu'ils pensent à tout ça. Et c'est vrai qu'au départ, quand les jeunes arrivaient, beaucoup arrivaient avec leurs petites capuches, comme des petits durs en fait, parce qu'on leur expliquait que la prison c'était prison break, et qu'en prison on devenait un dur. Je ne sais pas quantifier l'impact qu'a eu mon travail auprès de ces jeunes-là, mais moi je sais une chose, c'est qu'à la fin du parcours, au bout de 3 heures de visite, je voyais en tout cas des gestes qui n'étaient plus les mêmes qu'en rentrant, qu'il s'était passé quelque chose. Et je pense qu'il y a des très très beaux témoignages dans le livre de jeunes, de professeurs qui vous disent « Nous, on peut tracer 100 fois la cellule de Jean-Marc Mailly dans une classe, ils ne comprendront pas.
Jean-Marc Mailly va venir une fois tracer sa cellule et expliquer avec ses tripes et son vécu ce qu'il a vécu, ils vont comprendre. Voilà. Alors l'expérience, on l'a dit, elle a duré 3 ans. Et puis, cette prison qu'on avait jugée insalubre, plus apte à accueillir des humains et des détenus, finalement, elle est redevenue une prison pour jeunes d'abord, et puis une prison pour étrangers. Ça, c'est ce qui est prévu là pour l'instant. Donc en fait, ils l'ont fermé en 2005 parce que la délinquance était exponentielle du côté néerlandophone. Donc vous n'avez plus de place. Donc effectivement, ils ont refait une prison pour des mineurs délinquants, alors que l'ancien délégué aux droits de l'enfant côté néerlandophone disait que c'était un scandale, qu'on allait droit dans le mur. Et c'est effectivement ce qui est arrivé, ce qui s'est produit 10 ans plus tard. Et donc maintenant, ils vont refermer à nouveau cette prison-musée. Et effectivement, moi, j'aimerais bien la récupérer parce que c'est quand même... C'est la prison historique de la Belgique, donc ça a du sens d'aller là-bas. C'est l'histoire, en fait, c'est les territoires de la mémoire, en tout cas pour des jeunes. Et donc, vraiment, mon objectif, même si ce n'est pas moi qui vais la rouvrir, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, c'est un travail de recherche. Ça existait, on ne l'a pas inventé. Il y a 300 000 personnes qui ont vu l'envers du décor sans qu'on fasse de la publicité autour d'eux. Et ça devrait rentrer dans un cadre obligatoire pour des élèves de 14 à 16 ans, là où ils arrivent dans cet âge de transgression, où tout d'un coup, ils pourraient basculer entre leur virtualité et la réalité, et la fiction parfois qui s'en font. Pour moi, ça a du sens. Ça veut dire que, voilà, maintenant tu sais ce que c'est de vivre dans 9 mètres carrés, tu sais ce qui se passe, la violence du temps perdu, la violence et le bruit de France qui n'est pas entendu. Là, on ne pourra pas écouter ta souffrance, on ne pourra pas effectivement canaliser ta colère. Donc le but, c'est quand même de s'éviter de passer par là. Aussi bien d'abord pour des gens qui n'ont pas demandé parce qu'on crée des victimes, et aussi pour nos familles à nous. Pour moi, ça, c'est important. Donc là, maintenant, je suis occupé à réaliser un documentaire parce que nous avons été les premiers ici à faire ça ici en Belgique. C'est magnifique. Donc pour une fois que la Belgique innove, que ça a du sens, maintenant on sait qu'il y a une prison pédagogique qui existe aux Pays-Bas et on va aller effectivement aussi visiter une prison pédagogique en Irlande, à Belfast, exactement. Et donc on était les pionniers, mais on a laissé tomber. On a laissé tomber un projet qui marchait, qui ne coûtait rien à la société. Je crois que moi, je ne m'intéresse plus aux prisons parce que finalement, on va droit dans le mur, on va continuer à en construire encore et encore et encore. Donc moi, mon travail maintenant en tant qu'éducateur, c'est vraiment de faire la prévention et de la sensibilisation. Et j'espère que nos politiques, à un moment donné, vont croire dans ce projet parce qu'il a existé et qu'il faut continuer à le faire vivre. Voilà. Mais qu'est-ce que ça dit quand même, cette fermeture de ce musée pédagogique pour rouvrir de nouveau une prison, une vraie prison? Qu'est-ce que ça dit quand même de notre politique pénitentiaire, de notre modèle belge, de notre modèle de justice et de prison belge? Écoutez, je vous sortirai la phrase de Victor Hugo, il vaut mieux fermer une prison pour ouvrir une école. En fait, on a l'impression que c'est l'inverse qui se produit. En fait, on continue à construire encore et encore des prisons. Voilà, comme dirait Philippe Landen ici dans cette préface, la prison est une arme de destruction massive. Donc il n'y a pas de pédagogie dans la sanction pénale qui est donnée en fait. Donc nos prisons, c'est un peu les poubelles de l'État. Alors est-ce que c'est ça que la société veut ? Est-ce que la prison doit justement pas avoir un impact pour qu'on puisse comprendre quand on sort de prison et effectivement apporter une plus-value sociétale ? Actuellement, ce n'est pas le cas. On est amené quelque part à récidiver. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, qu'est-ce qui intéresse ? Je sais que ça ne va pas intéresser beaucoup de monde d'acheter ce bouquin-là. Je sais que ça ne va pas intéresser de se dire, mais non, les prisons, elles doivent exister. Quand on parle de prison, là, tout d'un coup, on se met en avant, c'est quand on parle d'évasion, d'émeutes, de grève, de suicide. Mais ça n'a pas de sens. C'est un endroit où il y a de la souffrance. Je veux dire, il faut faire en sorte que la prison, ce passage-là, puisse servir à quelque chose. Alors ici, je remercie tous les acteurs de terrain, évidemment, parce que je pense parfois qu'on est un peu fatigué, notamment avec l'affaire du trou, qu'on n'arrête pas de nous bassiner tous les 6 mois. Mais j'admire tous ces passeurs d'humanité qui vont dans les prisons et qui essayent de faire en sorte qu'un être humain qui a échoué puisse avoir une seconde chance de pouvoir revenir dans cette société. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On récidive. Quand on est amené à récidiver, ça veut dire qu'on fait du mal à la société. Et on va encore nous sortir qu'on n'a pas compris la prison. Mais ce n'est pas nous qui n'avons pas compris. Ce sont les missions qui sont octroyées à des administrations pénitentiaires, mais qui ne sont pas mises en œuvre. Oui, voilà, c'est clair. Qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, vous défendez vraiment cette idée de prison pédagogique et on se dit que quand on voit l'état des prisons de Forêt de Saint-Gilles, ce serait vraiment des prisons pédagogiques intéressantes, on va dire, pour vous et pour d'autres anciens détenus qui pourraient aussi témoigner et faire passer le message aux plus jeunes. Un grand merci. Je rappelle donc le titre du livre, Le musée de Tongres est mort, vive la prison, donc écrit par vous et par Luc Vervat, coordonné parce qu'il y a toute une série
d'autres collaborateurs qui interviennent dans le livre. Juste une précision aussi, c'est que les photos que vous avez vues défiler derrière nous sont des photos de Lynn Dermans et Daniel Noquin. Merci beaucoup Jean-Marc Mailly, merci à vous de nous avoir suivis et une très belle soirée à tous.